Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, un épisode news pour le deuxième pour mai 2025. Vous êtes sur Double Slash, le podcast indépendant qui parle de développement web et d'IA. Et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex. Salut Patrick, salut tout le monde. Et oui, on passe sur la RC2 du mois de mai. Donc, Candidate Release, deuxième épisode du mois de mai Ouais, avec des news où on va revenir sur la conférence Devox qui a eu lieu, je sais pas, il y a un mois, 15 jours maintenant, je sais plus trop. oh, ça fait un mois, ouais, un Ouais, peu plus d'un quasiment un mois. mois. Mais le gros avantage, c'est que pour tous ceux qui n'y sont pas allés, on peut pouvoir accéder à toutes les vidéos qui viennent d'uploader directement. On va parler du retour de Strapi, qui a fait aussi sa conférence. On va parler de flux RSS. On va parler d'animation SVG. On va parler d'outils pour les devs de cheat sheet évidemment, et on va parler aussi sur des agents MCP, IA, avec JetBrains qui vient avec une solution plutôt sympa. C'est le programme de ce nouvel épisode. Ouais. Juste avant de commencer, peut-être on peut remercier tous ceux qui nous sponsorisent, qui nous soutiennent à travers vos commentaires, vos likes, vos partages, mais aussi ceux qui le font de manière financière via le GitHub Sponsor. Un grand merci à vous, ça nous fait extrêmement, extrêmement plaisir. On attaque, Yes, Patrick? oui, on attaque. Et comme vous pouvez l'entendre, mon micro fonctionne cette fois. Donc désolé pour le dernier épisode qui n'était pas super agréable à écouter. Devox, la fournée 2025 est désormais en ligne. Beaucoup, beaucoup de vidéos. Beaucoup, ouais. Ouais. On va pouvoir passer pas mal de soirées à regarder les vidéos. Ouais, il y a beaucoup. Alors, ils ont tout lâché d'un coup. D'un coup, mon flux est devenu rempli de Devox. Mais oui, beaucoup de vidéos. Après, chacun pioche comme il veut parce qu'il y a un peu de tout. Il y a du Java, du JS. Enfin, il y a du Kubernetes. Alors ça, il y en a. En veux-tu, en voilà. C'est leur passion. Mais ouais, il y a pas mal de vidéos. J'en ai regardé quelques-unes. J'en ai sélectionné quelques-unes. Ça parle aussi d'IA. Donc, il y a vraiment un peu de tout. C'est bien aussi sur cette conférence, c'est que c'est vraiment un mélange de tout, toutes les technos. Donc, chacun y trouve son compte. Donc, c'est pas mal. Et, Mais euh, et surtout, évidemment, un grand merci ouais, à comment? Alexis, Alexis, Alexis. exactement, qui en fait nous a évoqué, ou en tout cas a dit qu'on était un podcast sur le sujet web, en fait, qu'on pouvait écouter. Et il a brossé en fait tout l'écosystème podcast, où il a présenté qu'est-ce qu'un podcast, et en tout cas sur la tech, il nous a cité. Un grand merci à lui, en tout cas, ça fait Oui, extrêmement puis plaisir. d'ailleurs, s'il y a qu'une vidéo à regarder, c'est celle-là, hein. Ah, Vous regardez évidemment, ça. évidemment, évidemment. Non, il y a les Signal versus React Hook qui est plutôt Mmh. sympa. Oui, oui, De... il compare les hooks de React avec les signals. Et voilà, il fait des démos, tout ça. Donc, elle est très intéressante, celle-là. Donc, comprendre comment fonctionne le signal. Après, on en a une sur HTMX. HTMX. Ouais, HTMX aussi, un gars, un dev qui est plutôt, ouais, je sais pas, non, il est pas vraiment back, mais voilà, il explique comment fonctionne HTMX, comment il mixe entre le back et HTMX, des réponses, tout ça, sans faire de JavaScript. Donc, c'est assez intéressant aussi, bien expliqué. Après, on a deux vidéos d'Esteban. Alors, je pense que c'est un auditeur, Esteban. J'espère Esteban, si tu nous écoutes, laisse-nous un commentaire. Donc, il y a deux vidéos intéressantes, réactivité et signaux encore. Donc, tout ce qui est voilà, signal, encore une fois de plus, qui sont intégrés. Alors, lui, il est plutôt vu. Donc, du coup, signal dans vue, c'est bien intégré. Et une deuxième vidéo d'Esteban qui est super intéressante parce qu'il explique les dépendances des dépendances dans les node modules et avec des outils en fait comment inspecter les dépendances, voir si c'est voilà, qui donne des alternatives à du JS natif parce que voilà, des fois on utilise des dépendances qu'on utilise depuis longtemps et puis finalement le JS a évolué et puis il y a une alternative maintenant qui existe dans JS parce que voilà, il y a des nouvelles API. Donc voilà, c'est plein d'outils intéressants, tout ça. Elle est assez courte en plus, là c'est un quart d'heure je crois. Donc vraiment intéressante. Après, faire une Voilà. migration de modules, il faut qu'il y ait un gain, quoi. C'est soit on supprime une dépendance parce qu'avant on avait Mmh. 4 outils et aujourd'hui il y en a plus qu'un qui fait la même chose. Soit on a un gain en performance.
Voilà, Ouais, c'est surtout pour voir à la fin le poids que une fonctionnalité t'apporte en fait, enfin quel poids elle apporte dans ton package une fois qu'il sera construit. Voilà, c'est vraiment essayer de voir et optimiser quoi. Et donc il y a cet outil Et qui cet parle. outil, c'est Node Module Inspector. C'est ça, Hmm. où là, en fait, on va écrire le nom du package et qu'est-ce que ça va faire? Et il va lancer, en fait, il va l'installer sur une machine virtuelle. Enfin, non, c'est pas une machine virtuelle. Enfin, il l'installe et ensuite il l'inspecte. Il te donne les dépendances, tout ça, les poids, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, voilà, il inspecte vraiment ce qu'il y a dedans et tu peux Ok. décider après si tu veux Et continuer à l'utiliser ou il n'y pas. avait pas un système comme ça qui existait déjà, je crois que ça s'appelait Bundle Phobia ou un truc comme ça? Ou Ouais, mais qui est plus, ouais, mais c'est plus basique. Ça te donne vraiment que le poids du module, tout ça, que tu Ok. peux comparer éventuellement avec Là, d'autres. c'est Là, beaucoup ça va plus vraiment complet. l'installer. Ouais, ça va vraiment l'inspecter et voir quelles sont ses dépendances, etc. Donc, ouais. Et voilà, il y a plusieurs outils. Ça, c'est un des outils, mais il y en a d'autres encore qui est dans la conf, qui l'expliquent, qui le montrent. Et t'as vu par qui il est fait, celui-là? Non, ah Anthony Fou, bah Anthony Fou, bien sûr, l'équipe de Nuxt, le hein, de toute façon, GOAT, toujours. le GOAT du développement web sur tout l'écosystème Vue, Nuxt, c'est Mm. impressionnant sa capacité à délivrer Ouais, c'est un tous bot, les hein, de toute façon, outils, j'en suis sûr. c'est Je pense que c'est une IA, en fait, ce gars. ce mec n'est pas réel, mais si, évidemment, Ouais. évidemment. Yes. On revient aussi sur une autre conf, pour le coup, Strapi, qui est sorti en V5 et Mm. bah, qui a été annoncé lors de une sorte de conférence annuelle. Clairement, qu'est-ce que ça amène? Ils ont réécrit des choses? Il y a des nouvelles fonctionnalités? Ouais, ouais, il y a une nouvelle fonctionnalité. Alors première chose, ils ont réécrit en partie. Alors maintenant c'est full TypeScript maintenant Strapi, donc voilà, t'as l'autocomplétion, tout ça. Il me semblait qu'ils avaient déjà commencé il y a un moment, mais là c'est apparemment complètement fini. Ils ont fini leur Euh, migration. ouais, ils ont fini leur migration. Ils ont amélioré le mode brouillon édition, donc maintenant t'as du versionning, tout ça, tu peux valider, faire des choses en brouillon. Voilà, gérer vraiment l'édition de documents. Donc ça c'est pas mal. Ils ont changé l'API des plugins. Alors j'ai l'impression que ça fait 10 fois qu'ils la changent, hein. J'ai l'impression qu'à chaque version, ils changent l'API des plugins. Mais bon, c'est, Ouais. c'est, je sais pas. Et après, ouais, nouveauté, le retour. Alors au niveau du cloud, tu sais, ils proposent une version cloud où c'est hébergé chez eux, etc. Tu payes et t'as Ok. accès au CMS. Il y a le retour d'un plan free en fait pour le cloud. Donc Ah, donc on peut tester ouais. l'outil gratuitement. C'est ça, voilà. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il Alors fallait payer. qu'avant, c'était payant ou que dalle. Tu payes ou Ouais, t'as puis rien. ils avaient quand même bien baissé les prix depuis le début. Au début, c'était 99 $, je crois, le premier prix. Après, ça avait baissé encore. Et là, on est sur un mode free, voilà, pour des mini-sites, voilà, où il n'y a pas beaucoup de contenu, etc. Donc, évidemment, il y a des limites, mais ça te permet, oui, effectivement, de mettre le pied dedans et puis de voir comment ça fonctionne et éventuellement, bah, de passer sur un plan supérieur. Donc, c'est bien de pouvoir tester. Et ensuite, il y a aussi un nouveau mode. Donc c'est marrant parce qu'on avait parlé de Directus dans le dernier épisode. C'est dans le dernier, je crois, hein. Oui. Directus avec le mode preview. Et Eh ben ben oui. Strapi arrive évidemment avec un mode preview. Alors évidemment, c'est pas à copier puisque c'est quasiment en même temps ils annoncent. Mais petit mode preview, mais un petit peu différent de Directus. Où là, tu es pas. Ou Directus, je rappelle, c'était un système où tu cliquais sur le titre, etc. Tu avais vraiment une vision de la page et tu pouvais éditer. Là, c'est un mode où tu as d'un côté les champs à remplir et de l'autre côté, tu as la page qui s'affiche et qui est mise à jour au fur et à mesure que tu vas compléter les champs. Donc c'est Ok, un mode, c'est une sorte de dev mode pour donc à droite ouais, à voilà. droite les champs, à gauche le rendu immédiat, ce Mm, qui a toujours pour but en fait de faciliter la vie des marketeurs ou des non tech pour voir en mm, fait dans le contexte quand je modifie ce champ-là, ça bouge ça sur ma page et d'avoir mm, sur la même vue les deux. Ouais, c'est c'est ça. super important pour l'adoption en fait des non-tech. Et je vois aussi prise en charge de I18N, donc qui est internationalisation, c'est-à-dire la gestion des langues, Mm, français, anglais, espagnol. Leur support a été amélioré
Ouais, ouais, de ouais. ce Ouais, i18N. de toute façon, ouais, ils ont amélioré plein de choses. Ouais, l'internationalisation, c'est toujours C'est dur difficile à à dire. dire, hein. Celui-là, ils l'ont amélioré, donc plus facilement gérable au niveau du contenu. Enfin voilà, ils ont amélioré énormément de choses. De toute façon, c'est une V5, donc il y a forcément beaucoup de choses qui sont améliorées. Et puis, ouais, La je reviens migr- sur le mode preview. Ouais, Le mode bien sûr. preview, je disais, en fait, il y a la différence avec. Alors moi, personnellement, je préfère presque ce mode-là par rapport à Directus. Pourquoi? Et je l'avais déjà dit dans le dernier épisode, c'est que ce mode preview-là fait que tu n'intègres moins. Enfin, c'est-à-dire, tu sais, à Directus, tu dois mettre on avait dit, il faut mettre des Mm. directives ou des attributs dans Oui. dans les components, etc., pour vraiment le lier. Là, t'as pas besoin de faire ça avec Strapi. C'est juste un affichage, il met à jour, etc. Donc perso, je préfère ça parce que tu es moins lié au CMS, etc. Ouais. Et puis c'est Alors, voilà, ouais, mais parce que toi, t'es voilà, c'est un dev. choix quoi. Ouais, mais toi, t'es dev et t'as l'habitude de faire ça. Donc, Mmh. ça se tient, tout. Par contre, quelqu'un qui est moins tech, lui, ce qu'il va vouloir, c'est avoir une sorte de WYSIWYG, un fichier Excel ou Ouais, un fichier de Word, pardon, où quand je clique sur le titre, je modifie le titre. Et ça, en fait, bah, c'est super appréciable aussi. Donc, ça s'entend. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, le côté WYSIWYG, quand je clique sur le titre, je peux modifier le titre. Ça implique de faire des modifications dans le code qui est beaucoup plus contraignante que mmh, juste l'interprétation de la variable d'un côté et de l'autre, quoi. Donc, oui. ouais, Après ça dépend. T'as aussi alors ça dépend parce que tu as des gens qui sont à l'aise et qui vont être à l'aise sur une interface où tu cliques sur le titre et tu l'édites directement, ouais. mais tu as des gens qui sont moins à l'aise et qui préfèrent parfois des champs de formulaire où voilà, ils savent où il faut mettre l'info et puis ils Bah, ça réfléchissent pas, dépend tu vois? s'ils viennent de Elementor, WordPress ou pas, quoi. Tu Voilà. vois? Non, mais Donc clairement, c'est ça, hein. ouais, Donc, donc voilà, il y a différents modes, mais bon après chacun. Mais bon voilà, mode preview, super cool quoi, de pouvoir éditer, de voir ton site en live quoi. Mm. yes. Ça marche. La suite, on avait vu Figma qui sort avec une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Site Mm. on va éditer des sites. Et là, en fait, on a pas du tout un concurrent, rien à voir, mais qui prend la même Non. appellation, c'est-à-dire Upright, qui vient avec une solution d'hébergement, mais lui aussi, il l'appelle Site. Mm. Clairement, pour ceux qui ne connaissent pas Upright, on pourrait dire que c'est un substitut, ou en tout cas, ça vient faire exactement la même chose que Supabase, c'est-à-dire une authentification, des fonctions, une DB, une API, du stockage. Et Mm. là, en fait, ils viennent avec une solution d'hébergement et donc ils viennent offrir, on va dire, un peu toute l'expérience. On pourra héberger le côté back-end as a service que offre Upright, mais on pourra aussi héberger chez eux la partie front qui vient se connecter à leur service. Plutôt Mm. pas mal. Ouais, plutôt pas mal, ouais. Mais après, tu peux Upright, tu peux l'héberger toi-même, hein, c'est ça, on peut le Oui, 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 self-hoster, je crois. c'est open source, Mm. mais comme Supabase, hein, d'ailleurs. Oui, 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 c'est vrai. C'est open source. Après, tu payes si tu veux gérer l'infra chez eux. Enfin, si tu délègues l'infra chez eux, là, tu vas payer, mais tu peux l'installer en 3 clics sur ta Ouais, ouais. machine. Ouais, ouais, carrément. Ouais, je pense qu'il faudrait le tester ce truc en fait, parce que ça me semble bien intéressant. Mais il l'annonce vraiment comme la version alternative en self-hosté, donc à voir comment. Il faut qu'on le teste, je pense. Il faudrait qu'on fasse un petit Ok. workshop. Ah, alors là, par contre, j'ai mal compris, mais la partie site, en fait, Hmm. en fait, c'est une surcouche d'hébergement Ouais, oui, c'est ça. de ton site. Donc, en fait, c'est une alternative à Coolify, en fait. C'est ça, c'est une alternative à Coolify. Ouais, alors peut-être pas aussi complète Ok, peut-être plus simple que Coolify. Mais ouais, ok, c'est un système comme Netlify ou Vercel où tu vas déployer ton site et j'imagine mettre des variables d'environnement, des trucs comme ça, avoir des logs de déploiement, enfin voilà. ok, Donc ok. ça me semble pas mal. Mm. Ça a l'air super, super cool. Ça a l'air super cool. Après, il y a plein de... Ok, Bah, j'ai 20 000 disons que questions. derrière tu peux, tu vois, du coup comme ça, t'as toute la système authentification, base de données, tout ça. Si après derrière tu arrives à lier facilement tout ça, c'est peut être pas mal du tout.
Ouais, parce qu'en fait, au lieu de coder leur interface et de créer tous les ponts avec Vercel, là, ils Hmm. disent, bah, en fait, on développe notre propre plateforme et tout sera déjà connecté, quoi. Donc, si on a fait tout notre back-end, notre back-end as a service via Upright, là, on utilise notre système et tout, à mon avis, les passerelles entre l'Upright back-end et le front seront Hmm. automatiquement intégrées et tout. Non, c'est malin, c'est malin, c'est malin, c'est malin. Non, c'est plutôt pas mal. Bah ouais, Bah, tu vois, j'étais pas trop chaud pour tester et maintenant je le suis en fait. Là, maintenant, ouais, mais carrément. je le suis et je pense que ça peut être vraiment. Ouais, faut qu'on teste ça parce que ça m'intrigue en fait. J'aimerais bien voir comment ça fonctionne. Ah ouais, carrément, carrément, carrément. Hmm. Une autre lib qui peut être sympa pour la création des flux RSS. Alors vous allez me dire, ouais, les flux RSS maintenant c'est un peu has-been, plus personne Mais tu n'utilise. rigoles. Mais au final, c'est partout. On utilise ça partout. Et donc, potentiellement, on peut créer nous-mêmes nos propres flux Hmm. avec respectant tous les standards. Et pour ce faire, on a une librairie qui nous permet justement de faire ça de manière assez propre et Hmm. assez béton. Ça s'appelle Feedsmith. Et toi, tu as déjà un peu testé ou pas? Non, je l'ai pas testé encore, mais Ok. ça pourrait être éventuellement une lib de remplacement parce que évidemment pour les podcasts, on a des flux RSS pour Eh publier sur les oui, plateformes. Voilà. eh oui. Donc, et on avait déjà un système, une lib qu'on utilisait dans le site, mais peut-être qu'on va. Je vais regarder si c'est mieux celle-là et peut-être que je vais remplacer par cette librairie. Faire une Voilà. migration. Et là, Hmm. je vois en fait, on se rappelle qu'on avait galéré sur iTunes parce que iTunes a leur propre standard et donc Ouais. il faut mettre les bonnes balises, tout. Et pour rappel, un flux RSS, c'est un flux XML. On peut pas dire que c'est enfin, c'est pas super joli à faire. Donc, Ouais. si pour le coup on a une lib qui fait ça pour nous tout seul, c'est plutôt sympa à tester. Ouais, ouais, à tester, ouais. Mais ça me semble pas mal. Est-ce que c'est la mort de Stack Overflow? Bah, je crois que oui, hein. Je crois Ça que va c'est être un clair. des premiers, une première victime de l'IA, quoi. Enfin voilà. A Ouais. priori, ils sont revenus à leur au nombre de questions de 2009, donc ça fait mal. De toute façon, quand tu vois la courbe là, ils ont déjà. Alors Covid-19, ça avait déjà augmenté, après c'est redescendu. Après, tu as ChatGPT le lancement, et là on voit que ça chute grave en fait. Et puis Ouais. voilà, comme voilà 2009 quoi, le nombre de questions posées. Alors après, d'autres personnes commentent en disant que ils sont devenus enfin ils ferment les questions plus rapidement, etc. Donc en même temps, voilà, la plateforme c'est un petit peu comment dire euh, la Auto, qualité, ouais, la qualité a baissé auto-saboté, quoi. tu veux dire? Ouais, auto-saboter un petit peu, ouais. Parce que ouais, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de la gestion voilà, de la Ouais. plateforme. Après, il y a un truc qui me dérange, c'est que en fait, l'avantage de Stack Overflow pour les devs, c'est qu'on pouvait poser des questions ultra précises Hmm. et mine de rien, il y avait quand même beaucoup de réponses qui étaient intéressantes. Il y avait des réponses de merde, on est complètement d'accord. Ah, beaucoup, ouais. Mais il faut pas oublier aussi que ChatGPT a été entraîné sur Oui. une grosse base de Stack Overflow. Donc si Hmm. Stack Overflow est supprimé, ou en tout cas moins alimenté, ce qui veut dire que toutes les nouvelles questions avec les nouvelles technos n'auront pas de réponse. Mais peut-être il y aura une autre solution, un autre palliatif à ça. Je ne sais pas trop quoi en penser en fait, si c'est bien ou pas la mort de Stack Overflow. Ce qui est sûr, c'est que Stack Overflow a baigné, on va dire, sur les 5 dernières années. Même avant, hein, même les 10, on pourrait dire, c'était un site indispensable en tant que dev. On était obligé de passer par là parce qu'on avait eu des problèmes et on avait trouvé notre solution sur Stack Overflow, quoi. Bah, la plupart enfin, à chaque fois que tu tapais ton problème sur Google, tu tombais là sur Stack Overflow. Les premiers résultats, de toute façon, Ouais, c'était ouais, de suite, quoi. Mais on ouais. en discutera après parce que justement, par rapport aux annonces de Google, voilà. Ce Ça que va tu viens bouger. de dire par rapport au fait Eh que ben bah, oui. si ça disparaît, est-ce qu'il y aura du contenu, on en discutera après.
Allez, on passe sur la section avec plein de petites librairies qu'on trouve sympas, qui nous facilitent la vie. Et là, Mm. ça s'appelle PaperJS. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun lien entre le nom et la fonctionnalité à laquelle cette librairie s'attache. Clairement, PaperJS, ça fait quoi? C'est pour animer des SVG, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ok. Alors c'est vrai que le nom, il n'est pas explicite, mais voilà, tu peux. Donc il y a plein d'exemples si tu vas voir, et donc tu peux animer c'est le troisième, ouais, c'est celui-là. Ouais, il y a plein d'exemples, et puis voilà, ils animent des choses, ça bouge, etc. Donc c'est C'est vraiment pour ré- du SVG. c'est réactif à la Mm. souris. Ok. Ça nous Bah oui, permet en donc fait ouais, de gérer toutes les animations de SVG, quoi. c'est Ok. hyper fluide, et c'est voilà. Et par contre, est-ce que ça fait tourner la bécane ou pas? Bah, ah ouais, toi tu peux pas voir vu que t'as un ordi super puissant. Il chauffe pas encore là, ça. Il faut attendre que ça chauffe ou pas. Mais ok. Ouais, j'ai pas regardé ça. Ok. Mais normalement non, puisque le SVG c'est quelque chose que voilà, c'est du vectoriel, donc normalement c'est bien géré. Après, si tu fais un SVG énorme, forcément ça va faire plus de calculs, mais bon, normalement ça devrait aller. Paper.js pour gérer les animations des SVG. Mm. Autre librairie plutôt sympa, on a tous rencontré dans notre vie le CAPTCHA où on devait soit cliquer sur des vélos, des voitures, ou dire oui, je ne suis pas un bot, je suis un humain. Et souvent, C'est clair. c'est le CAPTCHA de Claude Flair. Et là, en fait, on revient avec une solution qui, pour le coup, est open source. Alors, j'ai pas regardé, la licence, c'est quoi? Ouais, C'est ouais. MIT, donc ouais. Ouais, ouais, open source. Mm. Et ça s'appelle AltSHA. Et en fait, c'est une solution qu'on vient héberger nous-mêmes, si j'ai compris, c'est Mm. ça? Ouais, c'est ça. Auto-hébergé, qui est compliance, etc. Et ouais, qui répond tous les critères, quoi, GDPR, tout, en fait. C'est auto-hébergé, et après, il y a pas mal de. Si tu redescends un petit peu, tu verras, il y a les exemples pour toutes les technos, pour l'intégrer, etc. Donc, c'est vraiment hyper complet. Et Ok. surtout, voilà, ça te permet de te libérer des CAPTCHA Google et compagnie, quoi. Ouais. Qui sont pas toujours super Mais privacy non. friendly, on va Bah, du dire. tout, même. Ils sont pas du tout. C'est pas du Qui, tout. Ça met des cookies, ça entraîne leur. À une époque, il y avait la légende qui disait que ça entraînait une IA derrière, mais ouais. c'est. Voilà. AltSHA, Mm. ça c'est plutôt pas C'est pas mal. mal ça, hein. Mm. Et Ouais, pour si voilà, si t'es une agence ou n'importe, que tu intègres souvent des CAPTCHA, ça peut être une bonne alternative de l'auto-héberger et puis voilà, oui, d'utiliser ton service, quoi. mais Mm. surtout en fait pour les clients en fait qui ont cette sensibilité-là. En fait, beaucoup Mm. de clients aujourd'hui et de plus en plus ont cette sensibilité de privacy. Et donc, néanmoins, on peut pas se priver de ce genre de fonctionnalité pour être sûr de pas se faire scroller par des bots plutôt malveillants qui vont tester toutes les requêtes. Pour le coup, moi, j'ai analysé mes logs et j'ai vu que bah, je me faisais scraper des Mm, mm. données et enfin que je me faisais visiter en fait où ils testaient toutes les URL. Euh, bon, bah, c'est un site de e-commerce donc j'ai pas trop le choix, mais en tout cas sur du contenu un peu sensible ou compliqué ou gourmand, énergivore, mettre ce type de solution-là euh, permet de mettre la barrière à l'entrée sans pour autant en fait être tout donné à Google, quoi. Donc c'est super intéressant Ouais, ouais, ouais. d'avoir Bah, ce les genre CAPTCHA, on aimerait de bien solution. pouvoir s'en passer, mais malheureusement, ils sont toujours très très forts pour réussir à passer Ouais. les pièges qu'on essaie de mettre sur les formulaires, tout ça. Donc, bon, Yes. parfois, tu es obligé d'en mettre. Mm. Donc, ça peut être une bonne solution. Et quand on parle de privacy et de sécurité, petit utilitaire qui s'appelle Proton URL qui nous permet en fait d'envoyer nos données sensibles. Donc on pense Mm. souvent aux clés API, souvent qu'on va partager sur WhatsApp. Pour info, WhatsApp, je ne sais pas si c'est super safe. Ou en tout cas les emails et tout ça. C'est plutôt à éviter. Donc l'idée c'est de pouvoir partager
des données sensibles via un site où toutes ces infos vont être Hmm. self, on va dire, elles vont se détruire au bout d'un certain temps ou un nombre de vues, c'est Bah ça? là, Bah là, celui-là, en fait, c'est chiffré de bout en bout, donc c'est vraiment. Après, je sais il stocke pas les chiffrements, tout ça. En fait, c'est vraiment hyper. Alors, c'est une connaissance, c'est un ami, voilà, qui a créé cet outil. C'est un outil qui est totalement gratuit et donc tu peux régler la durée de vie de ton URL. Ça peut être 1 heure, 3 jours, une semaine, n'importe quoi. Et derrière, en fait, tu l'envoies, la personne le reçoit, enfin via l'URL, tu lui envoies l'URL, il l'ouvre, donc il récupère l'info et c'est fini. En fait, le truc se détruit et tu peux pas le réouvrir une deuxième fois. Donc c'est hyper Ok. pratique parce que voilà, les clés API, OpenAI, tout ça, voilà, tu peux te les faire envoyer. Et ensuite, une fois que tu l'as récupéré, bah, ça se détruit. Donc c'est totalement confidentiel. Il n'y a pas de risque de fuite, voilà, parce que cette fois, tu vas partager sur Slack ou n'importe quoi. T'as beau le Oui. détruire de l'historique, c'est pas totalement détruit, on sait pas. Ou sur un email. Alors le pire, c'est l'email, quoi. Mm. Voilà. Donc voilà, c'est un petit outil vraiment pas mal, qui est totalement gratuit, qui est en plusieurs langues, etc. Donc voilà, c'est Parfait. voilà. Hmm, protonurl.ch. c'est pas mal. Exactement. Top. Allez, toujours sur les petits utilitaires pour les devs, on connaît tous on va avoir plein de petits logiciels qui vont parser, cleaner les URL, utiliser ou décoder des JWT, faire des diffs ou des choses comme ça. Là, en fait, le gros avantage, c'est que on va avoir tout en local et ça s'appelle Oui. DevSwiss. Donc c'est un peu le couteau suisse, mais l'avantage c'est qu'on va pouvoir l'enregistrer sur notre machine, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, tu l'installes et puis après tu l'ouvres, c'est comme une application sur ton ordi. Et puis voilà, tu as plein de tools disponibles. Voilà. Tu mets des snippets, tu peux te transformer, faire des QR codes, voilà. Encoder en base 64, enfin voilà. Alors, voilà, on a plein d'outils qui font hein, ce type de choses, mais là c'est regroupé dans une seule fenêtre, donc c'est pas mal. Formater le JSON, tout ça, voilà. Et ça marche hors ligne. Mm. Et pour le coup, vu que c'est en local, bah, c'est vous qui maîtrisez tout, quoi. Ouais, donc quand t'as pas de réseau, ça marche toujours en plus. C'est cool. Quand t'es en train de développer et que t'as pas de réseau, bah, tu peux quand même l'utiliser. C'est cool. La version de Tailwind CSS est passée en version 4, 4.1. Petit site qui vient en fait faire un énorme cheat sheet. On concentre toutes les informations en une seule page avec bah, toutes les propriétés, Mm. clairement l'usage et l'interprétation CSS finale, c'est-à-dire la balise float va nous faire un float de ce qu'on a choisi. T'aimes Euh, bien le float. non, mais Mais qui float-right. utilise float? Ouais, je savais. Non, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, float right, quoi. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas tapé un float, mais peut-être que dans certaines circonstances, il faut utiliser float. Alors, Pour le coup, alors, pour, ça fait longtemps que j'ai pas eu le besoin, mais peut-être alors que pour je code bizarre. alors on va quand même préciser parce que pour les jeunes devs, enfin, les devs qui sont depuis pas très longtemps, il faut savoir qu'en fait, à une époque, il n'y avait pas Grid, il n'y avait pas Flex, etc. Et donc pour le positionnement, on utilisait beaucoup le float left, etc. Donc ça faisait partie du CSS, on en mettait partout en fait. Et donc c'est pour ça, c'est un peu une blague puisque maintenant on a totalement arrêté d'utiliser en fait. Voilà, c'était une utilisation détournée du float à Ouais, l'époque. c'est exactement ça. Mais en tout cas, Ouais. petit site cheat sheet qui est plutôt sympa. Ouais. Et il Qui... fait la version 3 aussi, hein. Normalement, je crois qu'il y a la version 3, il me semble. Tu Ah peux ouais, tu peux changer. Ouais, choisir la c'est ça. Ouais. version. Exact. Ouais, top. Et puis surtout, tu as une recherche. Et quand tu Et fais une recherche, en fait, ouais, tu tapes un truc, en fait, il reste que ceux qui correspondent, en fait. Si nice, tu tapes, nice. tu vois, hop, et voilà. Cool. C'est pas mal, hein. Et Mm. pour le coup, moi, j'utilise pas ça. J'utilise dans mon appli, dans mon launcher de Raycast. En fait, j'ai installé un truc Ouais. Tailwind qui fait exactement la même chose. Et donc, comme j'utilise tout le temps Raycast, je suis un addict, fan inconditionnel Oui. de D'ailleurs, Raycast. Recast qui est sorti sur iOS il y a pas longtemps. Ouais. Et t'as J'ai testé pas toi? essayé.
Bah, Non, moi, j'ai testé, t'as pas compris. non, Ça sert à quoi? ça m'a pas emballé en fait, parce qu'en fait, l'usage que j'en ai sur mon ordinateur, avec mon Mmh. raccourci clavier, je fais tout avec. Je lance mes applications, je fais mes Ouais, recherches pareil, Google, ouais. Mmh. mes recherches Amazon ou recherches tout ce que je veux. Je vais je vais déclencher mes focus mode, voilà, il y a plein d'utilisations. J'utilise aussi pour resizer mes fenêtres, euh, Ah, moi, pour je l'utilise au naviguer taquet pour pour toutes mes le docs. copier-coller, en fait. Ah bah Copier-coller, oui, c'est non mais bien ah, ça, sûr, c'est là c'est l'historique, tu as tout ton historique de copier-coller, indispensable, indispensable. ouais, Mais ouais. j'avoue, sur la version iOS, j'ai pas compris. J'ai pas. Ouais, l'utilité, ouais, c'est vrai. Ouais, je suis sceptique, quoi. Vraiment J'ai pas essayé sceptique. encore, mais ouais, je vais essayer aussi, juste pour voir si j'ai le même avis. On verra. Ouais, Ouais. à voir. Autre utilitaire, en tout cas librairie qui nous permet en fait de faire des flows. Donc c'est devenu un petit peu à la mode, et on a vu ça apparaître pas mal avec tout ce qui est automatisation ou en tout cas avec le développement, ouais, des automatisations type Make, Mmh. N8N ou Make, Zapier ou des choses comme ça. Et là, en fait, Mmh. c'est une librairie qui va nous permettre en fait d'avoir dans un espace, d'avoir des nodes et de créer des connexions. Et donc, visuellement, en fait, on va pouvoir concevoir et utiliser en fait ce genre de solution. Et c'est fait directement en React Flow et en Svelte Flow, donc Mmh. pour React et pour Svelte. Euh, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt propre, Ouais, 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 hyper c'est propre. intéressant, Ouais. quoi. Ouais, open source, propre, sur 2 frameworks, donc Svelte ou React. Et donc, ouais, comme tu dis, ça permet de faire des systèmes avec des nœuds que tu vas accrocher, et cetera. Donc des mind maps ou des choses comme ça, ou alors, ouais, des automatisations. Voilà, tout ce qui est, voilà, visuel. Donc, quand tu fais une application qui peut être une utilisation spécifique, voilà, pour avoir une visualisation des éléments, bah, c'est pas mal. Et cette librairie, ouais, te facilite la vie pour faire ça. Ouais, et surtout sur toutes les interactions entre les Mmh. nœuds, les connexions. Et donc, en fait, tout va être bien stylisé dans un tableau avec Ouais. toutes les informations et leur représentation visuelle, tout. Non, hyper Ouais. classe. Parce que, ouais, Ouais, ça, parce que ça tu peut vois, ça vite être ressemble compliqué, quoi. à ouais, ça ressemble à une sorte de JSON, en fait, tu vois, le Ouais. raw, là, le state, ouais. Donc ça veut dire que tu peux le sauver, tu peux voilà, enfin, c'est Exactement. Et pour le coup, les nodes, c'est vraiment les carreaux. Les edges, c'est les liaisons. Enfin voilà, mmh, il y a toute une sorte de vocabulaire qui est plutôt bien expliqué. Voilà, ceci est un node, ceci est un handler, un edge. Voilà, et en fait, tout leur vocabulaire est expliqué. Et ce qui fait qu'après, visuellement, on peut créer des choses assez rapidement. Et donc, c'est très intéressant parce que tout ce mécanisme de flow là, euh, le faire côté front, ça peut être très compliqué, quoi. Ça peut être ah très, bah, ouais, très, ouais, très carrément. compliqué. Et Bah, rien donc, que le zoom et tout ça, ouais, ah non, mais laisse tomber. donc top, super outil si vous êtes intéressé par ce système-là. Ouais. On reste dans la partie des outils. Je pense on connaît tous Prettier et ESLint. Mmh. Sur Double Slash, on a pas mal parlé de Biome.js. Et là, en fait, il y a un article assez conséquent qui revient sur et qui nous explique en fait comment faire la migration de ESLint vers Biome. Mmh. C'est ça. En fait, Biome qui regroupe en fait, Biome, c'est du Rust, c'est écrit c'est un peu un multi-outil avec, du vérification comme la ESLint, il va vérifier ton code, et cetera, si tu as des erreurs. Il va formatter ton code comme Prettier. En fait, il fait plusieurs choses en même temps. Il formate tout ça et donc il est sur Rust, donc il est ultra rapide et enfin rien à voir avec Prettier, hein, c'est ultra rapide et je l'ai déjà sur quelques projets Biome et il est très simple à utiliser parce que tu as quasiment pas de config en fait. Voilà, ils ont décidé certaines règles de base et puis tu les suis
Donc c'est pas comme ESLint où tu vas rajouter 18 modules pour que ça voilà, que ça Ouais. fasse exactement ce que tu veux. Enfin, tout le monde connaît ESLint avec le package.json qui est Et plein de l'enfer. modules Et ESLint. ouais. Ouais. Après, c'est super bien. Pour le coup, je trouve ESLint, tout ça, c'est super bien, mais c'est Oui, hyper oui. compliqué à mettre en place Mm. voilà, au départ. Et après, quand chacun y va de sa petite règle, non, mais nous, on veut une règle différente. Waouh, ça peut vite être compliqué. Et je trouve que, OK, quel est le standard? On respecte le standard. Alors oui, ça amène moins de flexibilité, soit, mais je pense qu'en plus dans Biome, tu peux overwrite si tu Oui, veux tu peux faire mettre des un règles, tout custom. ça, ouais, bien sûr. Mm, mm, mm. Donc, Non, non, c'est dans la lignée de, si tu veux, aujourd'hui, on a des outils comme Vite qui sont quasiment à zéro config de base et qui sont très rapides. Là, on est dans le même style, voilà, tu as quasiment zéro config de base et c'est rapide. Donc, voilà. et pour ceux qui veulent faire la migration, il y a Bah, ils expliquent. un petit article bien détaillé qui nous explique de passer de l'un à l'autre. Très intéressant. Très, Ouais. très, très, très intéressant. Allez, on bascule dans le monde de l'IA parce qu'aujourd'hui, on se doit d'être un développeur IA, ce qu'ils appellent Un développeur augmenté. ouais, le vibe coding où on Ouais, va j'aime pas trop celui-là. le, le, le- Vibe le- coding, ça me. Non, ouais, je sais pas. je suis pas Ouais, fan. ouais, qu'importe. Toujours est-il que on rentre dans notre rubrique IA et OpenAI vient modifier légèrement sa réponse de son API pour intégrer des nouvelles fonctionnalités. Ouais, bah, en fait, l'API s'appelle, alors bizarrement, l'API s'appelle Response. Et donc, c'est l'API qui permet de communiquer avec les différents modèles. Et donc, il y a évidemment régulièrement des mises à jour, etc. Mais là, ils ont, bah, la nouvelle, c'est l'intégration du MCP support. Voilà. Donc, on va pouvoir mettre des. Alors, ils avaient déjà annoncé qu'ils allaient prendre en charge le MCP il y a quelques semaines. Et donc, c'est fait en intégrant dans l'API. Voilà. Et pour le coup, c'est en train de devenir un peu un standard qu'on retrouve un peu partout, quoi. Un peu Ce partout, oui. MCP, ouais. Grosse hype, mais en même temps, ça amène quand même pas mal d'infos. Donc, Très grosse hype, ouais, c'est assez hallucinant. En peu de temps, en 6 mois, comme le MCP est en train de s'imposer et tout le monde fait son serveur MCP, le propose, etc. Mais vraiment, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Hein. C'est Zapier il y a Zapier, enfin, les les gros quoi. acteurs, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Donc couplé avec une IA, tu peux voilà faire des choses intéressantes. Alors évidemment, attention, toujours faire attention à ce que vous installez, puisque vous partagez vos clés, etc. Donc attention à choisir des serveurs MCP officiels, etc. Qui sont voilà. Mais je pense qu'il y a déjà des repos qui répertorient tous les serveurs MCP, tout ça, qui sont dispo. Et je pense que prochainement, on aura, si c'est pas déjà fait, des outils qui vont analyser les services MCP pour voir s'il y a des failles ou voilà, des Ouais. choses qui. Si c'est clean. Après, Mm. pareil sur les registres, bien faire attention parce que quelqu'un de Mm. malveillant monte son annuaire MCP Ouais, et bah ouais. au final, il redirige vers des choses. Enfin voilà, donc attention aussi. Mais déjà, si on va sur le site officiel, je pense qu'on optimise nos chances. En tout cas, on diminue nos chances d'avoir des MCP un peu vérolés, quoi. Ouais. Mm. Ouais, ouais, attention, parce que tu vois, quand tu commences à mettre un MCP serveur de Stripe, faut mettre le bon, quoi, parce C'est que pas la sinon, même. Ouais, c'est pas le même délire, quoi. On est c'est complètement clair. d'accord. OpenAI qui lève le voile sur son modèle, ou en tout cas sur son agent dédié pour le code, vraiment spécifiquement pour le code, qui s'appelle Codex. Bizarrement, tout le monde a le même nom, donc ça va être facile. C'est C'est vrai, hein. clair. Tout le monde C'est pas appelle très original. c'est pour capable d'écrire du code, corriger des bugs, tout ça, faire des tests. Ok, mais en fait, tous les autres, enfin, je pense à Mistral Mm. Code voilà, donc, Stral. ouais, exactement. Et donc, bon, bah, maintenant, c'est officiel, ils ont leur Ouais. Alors comme je te disais, moi perso, j'ai pas pu le tester parce qu'il faut un compte pro
J'ai un compte OpenAI payant, mais c'est pas le mode pro. Enfin, c'est le modèle au-dessus. C'est le mode au-dessus, en fait, le pro. Donc, j'ai pas pu le tester. Mais il Ok. semblerait que ce soit l'équivalent du chat qu'on a dans Dans VS le Code. copilote. Ouais, Ouais. dans le copilote, voilà, avec qui tu vas interagir, il va voir ton code, corriger, etc. Donc voilà, Bon, on est dans après, ce mode-là. il vient en frontal direct avec les codes sonnet, Mm. enfin les cloud, Claude sonnet ou des choses comme ça, tous les modèles qui étaient un peu Ouais, ouais. dédiés Bah, Gemini pour le aussi. code, quoi. Ouais. Mm. Bah après, c'est incroyable la fascination qu'ils ont de faire des modèles pour faire du code, en fait. J'ai l'impression qu'il y a plus de modèles générés pour générer du code qu'autre chose, en fait, pour l'instant. Bah ouais, mais en même temps, ça se tient parce que c'est un peu. Enfin, je vais pas dire que c'est facile, mais les langages en fait sont plutôt explicites et clairs sur la doc. Mm. La Mm. doc est hyper bien documentée, donc on vient alimenter un modèle et maintenant, bah vas-y, construis tout. C'est- Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile et j'ai l'intime conviction que les modèles d'IA demain seront hyper spécialisés. Donc, avoir un code, avoir Oui. un modèle hyper spécialisé pour faire du code, c'est beaucoup plus facile à faire qu'un modèle générique qui fait plein de choses et donc par défaut qui va tout faire assez mal en Ouais, fait. ouais, ouais. Et l'avantage, c'est que le monde de l'informatique et de la documentation technique est plutôt bien fourni, donc il y a de la matière et en plus, souvent, elle est écrite, donc Mm, c'est mm, mm. d'autant plus facile, quoi. Donc, Bah, puis c'est l'effervescence testé, et ouais. l'apparition de tous ces codes, de tous ces modèles spécifiques au code, ouais, ça me surprend pas. Et puis, quand tu vois l'essor de Cursor, Windsurf et tout ça, bah ouais, tout le monde a envie d'avoir son outil pour le marché, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais ok. On Et continue sur donc, OpenAI. Et donc, on bascule sur OpenAI avec GPT-5 et c'est pas encore Ouais. sorti ça. Bah, ça a fuité, en fait, ça a fuité comme quoi il y aurait un GPT. Il travaillait sur GPT-5 pas pour de suite, hein, évidemment, mais voilà, prochainement. On annonce éventuellement seconde moitié 2025, donc plutôt fin d'année, hein, on va dire. Et surtout, la nouveauté, c'est une unification des modèles. Donc, ils vont partir sur un modèle unique, donc probablement GPT-5, pour arrêter de fragmenter en fait tous les modèles OpenAI où on en a une pléthore avec des noms dans tous les sens, 4O, 4 mini, machin, tout ça. Voilà, on a vraiment, le commun des mortels se perd un petit peu. D'ailleurs, dans le chatbot, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant qu'on peut changer le modèle en haut, tu vois, par exemple. Hmm. Donc, donc voilà, ils vont essayer d'uniformiser tout ça sur un modèle unique qui sera capable de tout prendre en entrée et après de faire différentes tâches. Donc c'est pas mal. Ok, nice. Mm. Nice, nice. Multimodal et compagnie. Mm. Et puis, alors, une autre news aussi qui est pas dans les news, mais je sais pas si vous avez entendu parler. On va finir sur OpenAI. Ils viennent de prendre la totale main sur une société de Jonathan Ive. Tu vois qui c'est? L'ancien Ouais, designer d'Apple, ouais, l'ancien qui avait design. créé, Ouais, voilà, il avait créé une société en fait qui était spécialisée dans les outils, enfin dans les devices IA. ok. OpenAI avait 25%. Ouais, voilà, tu vois, des trucs qu'on sait pas vraiment. OpenAI avait 25% de parts dans cette boîte et ils viennent de passer à 100%, donc ils ont tout repris Donc ils ont tout dans le racheté. but, en fait, voilà, ils ont tout racheté dans le but de éventuellement en 2026 sortir un device IA. Donc OpenAI va se lancer dans les devices aussi, tu vois, avec le Ouais, design de Johnny Ive. Donc là, on est ouais. et ils viennent de racheter ça 6,5 milliards, donc la plus grosse acquisition. Ouais. Après, il y a déjà eu des devices IA, là, on se rappelle du Oui, Rabbit alors ouais, des machin là, flops, ouais. mais bon, ça a floppé parce que les mecs, ils ont leaké leur propre API, leur clé API, tout machin. Mm, Après, clairement, enfin, c'est un basique, hein, mais celui qui contrôle le software, le hardware et l'hardware déporté, donc mm. les serveurs et tout, ils contrôlent tout. Et donc, bah oui, clairement, là, on a vu que celui qui contrôle le hardware avec le téléphone, c'est lui qui contrôle le plus toute la chaîne. Ouais, ouais, Donc c'est pas surprenant que OpenAI se mette sur du hardware.
Ouais. pour aller maîtriser toute la Alors, valeur et toute la chaîne. Ça se tient, hein, c'est du franchement, c'est hardware. Alors, par contre, c'est spécialisé dans le hardware qui est sans écran. Voilà, c'est des petits trucs sans écran, donc à voir ce qu'ils vont pouvoir sortir, mais ah ouais. c'est incroyable. Je trouve l'ascension d'OpenAI est incroyable en fait là. C'est-à-dire que s'ils font du device, on va les mettre au même niveau qu'Apple bientôt. En plus avec du design forcément Ouais. sympa avec Johnny Ah, Ive, donc à voir, à après, suivre. ouais, à voir comment ça. Mais c'est très intéressant. C'est très Ouais. intéressant. Ça, c'est sûr que ça amène, ça amène une grosse info, quoi. En tout Intéressant. cas, c'est toujours incroyable le nombre de milliards qui qui Que sortent ça comme ça. brasse. Ah non, mais on est Ouais. complètement d'accord. Là, on parle en milliards, quoi. Là, c'est la hype, quoi. C'est la hype. Allez, on revient sur des choses qui, Modèle. nous, en fait, on va utiliser la hype, mais qui vont nous faciliter la vie. Copilote, maintenant, on en avait déjà à moitié parlé, mais dans les derniers épisodes, mais là, on y revient un petit peu plus précis. Maintenant, on peut faire du chat, on peut afficher ou on peut aller directement utiliser l'agent de copilote pour aller en Mm. fait exécuter du code. Et en plus, ce qui est super intéressant, c'est qu'il va nous dire ça tu veux garder, ça tu jettes, ça tu gardes, ça tu jettes. Ouais. Mm. Donc on peut vraiment choisir ce que l'on garde et ce qu'on refuse ou ce qu'on peut régénérer. Ouais, ouais, ouais. Donc super, voilà, c'est plein de nouvelles features, totalement intégrées dans VS Code. Là, on se rapproche vraiment de Cursor et compagnie, quoi. Donc, Ouais. Je mm. pense que ça se Donc, tire la bourre entre Cursor ah et bah oui, Copilot. N'oublions pas, même si tout le monde parle de Cursor et tout le monde est hypé, Cursor, ça reste quand même que un fork de VS Code, hein. comme Windsurf. Voilà. Après, ok. Deuxième point aussi, c'est que que Copilot, c'est le premier à avoir fait le job, mine de rien. En tout cas, Ah avec oui, il a lui, débroussaillé, ouais, c'est clair. ouais, c'est lui qui a exploré le chemin, et complètement qui a débroussaillé. Et mine de rien, derrière, ces GitHub, ils sont monstres. Enfin, c'est des grosses boîtes. Microsoft. Euh, et donc, c'est Microsoft derrière, tout. Objectivement, je pense que ouais, Copilot n'a pas dit son dernier mot, je pense. Non, il a Je pas dit son pense. dernier mot. Et puis, enfin, là, je le réutilise en ce moment. Alors, j'arrête pas de changer d'éditeur de code, mais je le trouve plutôt pas mal. Et point supplémentaire pour Copilot par rapport aux autres, en fait, c'est que donc évidemment, il marche dans VS Code, mais il marche aussi dans GitHub. Et ouais, Donc, et et ouais. voilà. Et donc, tu retrouves le Copilot dans GitHub quand tu es sur le web, même dans tu sais, comment ça s'appelle quand tu ouvres l'éditeur dans le browser là. Tu sais, le mode VS Code en browser. Codespace. Codespace aussi, là, donc tu retrouves aussi dans Codespace, tu vois, donc il marche sur différentes fenêtres. Voilà, point supplémentaire plus avantageux par rapport au Cursor, où ça marche que dans Cursor, en fait, finalement. Et ouais. Et pour le coup, moi, ce que je trouve super cool de l'avoir dans GitHub, c'est qu'en fait, quand tu Mm. lis du code, et pour le coup, y a rien d'extraordinaire, mais je pense qu'on lit pas, on écrit trop par rapport à ce qu'on lit. Et en fait, le fait de te forcer à lire du code, ça t'aide à être meilleur. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis Ah intimement oui, oui, c'est vrai. convaincu. Ouais. Et le Mm. fait d'avoir Copilot dans GitHub, tu peux poser des questions, tu sélectionnes, tu dis, vas-y, explique-moi ça, c'est quoi ça? Et en fait, moi, j'utilise comme ça et je trouve ça vachement intéressant pour justement monter en compétences. Et le fait que ça soit intégré dans GitHub, bah, je trouve ça vachement bien parce qu'on peut poser des questions dans le contexte de GitHub. Et donc, Mais ça, carrément. c'est top. Et justement, il y a une vidéo qui explique tout ça, qui était sur Devox. Donc, elle est un peu séparée. On en a parlé de Devox au début de l'épisode, mais on avait aussi une vidéo, et je l'ai mis plus dans la rubrique IA, de deux personnes, deux filles qui bossent chez GitHub et qui expliquent sur une vidéo là de 45 minutes les différents modes, agentique, etc., chat et tout ça. Et aussi, ils parlent de GitHub, de l'interface. Et ce qui est super, en fait, alors je pense que c'est accessible que dans les modes pro peut-être ou entreprise. Enfin, à voir sur quel mode c'est accessible. Mais quand tu vas faire une PR, par exemple, tu vas pousser, euh, Copilot va commencer à analyser ta PR, à la lire,
à te donner des points d'amélioration déjà. Donc il pré-mâche le boulot, tu vois, que pour le reviewer, tu vois, il va pouvoir arriver et dire ah bah tiens, copilote a dit ça, oui je suis d'accord, machin vidéo. Et deuxième mode aussi, il y a un mode qui permet de vérifier s'il n'y a pas des failles de sécurité, etc., des injections possibles, des choses comme ça. Donc il y a ces deux modes qui sont, ça pour ça l'IA c'est top quoi. Je veux dire, Il n'y a ça te pas photo. facilite le travail, ça vérifie ton code, ça te sécurise le code. Là c'est vraiment le bon côté de l'IA quoi. Nice. Voilà, super vidéo. Et JetBrains dans tout ça? Ouais, JetBrains, alors oui, on a eu un commentaire dans le dernier épisode. Ouais, vous avez oublié Johnny. Eh ben voilà. Et c'est pas Johnny, c'est Juni. C'est Juni. Et Johnny. Non, c'est Juni. On va dire, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le copilote Oui, de JetBrains? ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ok. C'est ça, c'est le copilote de JetBrains qui est évidemment exclusivement utilisable sur les outils JetBrains. Mais c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a un mode. Alors, j'ai pas testé parce que j'ai pas de JetBrains en ce moment, mais j'imagine qu'il y a un mode agentique, etc. Donc, on est vraiment sur l'équivalent, ouais. Ok. Ils n'ont pas voulu copier, hein, mais on dirait quand même. Il s'appelle Jules, Jules S, avec un S à la fin. Ok, c'est un agent de code. Le Ouais, site c'est rendu comme est ça, un ouais. peu dans le même délire que le site précédent, quand même, hein. On Ça retrouve un ressemble un peu, petit c'est vrai. peu ces gros, enfin voilà, grosse inspiration du design. Par contre, toi, tu as été un peu hypé par le site. Tu as testé Ouais, et, mais et qu'est-ce que bof. ça dit? Bah écoute, alors tu branches, quand tu vas dessus, pour le tester, tu branches un repo GitHub. Et ensuite, il est censé communiquer avec ce repo, puisque tu l'as sélectionné. Et là, je lui ai demandé de faire des choses. C'est un Astro. Je lui ai dit, bah, essaie de me mettre à jour l'Astro, tu vois, la version. Hmm. Et là, il comprenait pas déjà. Ouais, ah, je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez faire, machin. Ouais, je vais aller voir la dernière version d'Astro. Enfin, il comprenait rien, en fait. Et après, je lui ai dit, est-ce que j'ai des failles de sécurité? Et pareil, il est complètement paumé le truc. Donc en fait, soit j'ai posé les mauvais prompts, soit il est très mauvais. Voilà. Je sais pas. Ok. Mais en tout cas, pas convaincu pour l'instant. Ouais, c'est rare qu'on trash une solution qu'on présente, Bah, Patrick. je sais pas en fait. C'est Google qui a sorti ça, mais alors on parlera des annonces Google juste après, mais Ah, je mais sais pas ce c'est que c'est backé sorti en par fait. Ah ouais, c'est Oui, c'est incubé Google. Ouais. chez Google Lab. Ok. Je, je soupçonne en fait Google d'avoir envoyé un mail à tous les employés en disant maintenant vous faites que de l'IA, je veux rien savoir, sortez un truc en IA. Et donc les mecs ils ont fait ça et puis en fait ça marche pas, mais je sais pas en fait. C'est voilà, Ouais, en tout cas après, moi mon test n'est pas concluant quoi. Après, je sais pas si c'est encore le cas, mais je sais qu'à une époque, chez Google, il y avait beaucoup ils avaient le droit de bosser sur des Ouais, de side 20%, projects. ouais. Et, Hmm. et en fait, bah, il y avait Gmail qui était sorti comme ça, tout. Et ça se trouve, ce projet-là est issu, en fait, d'un side project des mecs qui bossent chez Google, tu vois. Donc, C'est peut-être possible. que derrière, ça peut sortir vers autre chose. Who knows? J'espère qu'ils vont l'améliorer en tout cas. À voir. Et la Google I.O. a eu lieu. Hmm. Alors moi, je suis passé complètement à côté. On en parlait tout à l'heure en off avec Patrick. Je suis passé totalement à côté. Qu'est-ce que j'ai raté, Patrick? Écoute, il y a énormément d'annonces sur la Google I.O. et notamment de l'IA partout. Ils en ont mis partout, 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 sur tous les outils Gmail, Chrome. Tu vas débugger dans le DevTools avec une IA. Ils en ont mis partout. En fait, c'est pas compliqué. Ils ont mis partout où ils pouvaient en mettre. C'est-à-dire que c'était vraiment le mot-clé de la Google I.O. C'est de l'IA là, de l'IA là, de l'IA ici. Vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Ils en ont mis partout. Et donc c'est incroyable avec surtout Gemini Pro 2.5. Voilà, c'est le modèle actuel qu'ils ont sorti, qui est le plus performant chez eux et qui est multimodal, qui est capable de faire plein de choses. Ils ont des modèles de vidéo, ils ont des modèles pour le son, enfin ils ont plein de choses. Voilà, c'est vraiment là on voit vraiment qu'ils sont partis en mode IA à fond quoi. Il y a plus que ça qui compte. Donc on peut dire que c'est une réponse directe à OpenAI quoi, c'est clair. Voilà, mais c'est bien, tu vois, ils ont été un peu secoués par d'autres sociétés, donc ils se réveillent un peu et puis ils essaient voilà, de sortir des équivalents. Mais moi, je voulais revenir surtout sur la recherche, où il y a eu des annonces assez incroyables.
Donc certains disent, alors j'ai vu des vidéos de médias sur YouTube où ils disent bah, Google a tué le web en fait, voilà c'est la fin du web. Mais en fait la grosse nouveauté c'est que en fait la recherche Google comme on la connaît aujourd'hui va complètement changer et va se ressembler plus à Perplexity assez rapidement. Donc en France, on n'a pas encore le lancement officiel de l'onglet IA, mais aux États-Unis, tout ça, c'est déjà lancé, où tu vas lui poser des questions, il va te répondre, il va te résumer, etc. Vraiment en mode Perplexity. On est vraiment sur un mode comme ça. Donc de toute façon, c'est clair que dans le futur, ça sera la recherche Google, ce sera ça. Je sais pas si on pourra l'appeler encore recherche d'ailleurs, puisque et bah, déjà dans un premier temps, la crainte en fait, c'est que bah, une fois qu'on aura le résumé, bah, les sites se posent la question est-ce que les gens vont cliquer et vont venir sur le site? Ouais. Ça, c'est la première question. Et deuxième question, c'est bah ok, si plus personne vient sur le site, bah on va arrêter de faire des sites, donc il y aura plus de contenu. Donc qu'est-ce que l'IA va aller scraper? Ouais. Alors, je vais pas faire mon vieux con, tu vois, mais en fait, à chaque nouvelle innovation technologique, on allait dire, ouais, ça va Ouais. tuer. Genre, la vidéo allait tuer la radio. Et pourtant, il y a encore de la radio aujourd'hui, tu vois. Les vidéos vont tuer les bouquins. Les EPUB Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. ou les Kindle, en fait, vont tuer les livres en papier. Mais il y a encore des livres en Mm. papier. Et tu vois, et donc, en fait, je crois pas qu'il y aura ça sera pas et. En fait, non, pardon, ça sera pas ou. Je pense que ça sera du et. Et donc, je pense pas que ça va tuer. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon sentiment comme ça. Je peux me tromper. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que pour nous, les devs, on va être obligé de pousser le sitemap pour le SEO. Et je pense que maintenant, je sais pas si tu as vu, mais il y a des sortes de sitemap pour les LLM. C'est-à-dire, en fait, LLMS.txt. exactement. C'est le sitemap pour les LLM où en fait on va lui donner de la matière et comme ça quand le scrapper de OpenIA ou de Google qui vient pour les IA, on vient lui donner peut-être du contenu différent. Et donc Oui, si en fait notre modèle, si en tout cas si le modèle est entraîné avec nos données, bah, en fait, on a déjà gagné le match, en fait, parce que on s'impose comme, je sais pas, la référence sur notre sujet. Donc, je pense qu'il y aura une course là-dedans. Le SEO va changer, ça c'est clair. ah Mais oui, oui. il y aura aussi cette facilité pour nous, en tout cas, à intégrer, je pense, dans nos applications, dans nos sites Mm. internet, euh, le sitemap LLM, quoi, on va dire. Ouais, le LLMS, on fera qu'on en parle un de ces quatre, mais alors officiellement, c'est pas encore pris en charge par OpenAI, tout ça, officiellement, ils ont pas annoncé, mais bon. Alors attends, parce que j'ai pas fini. Autre annonce, Google Shopping, au niveau de Google Shopping, en fait, tu vas pouvoir t'inscrire à des alertes sur un produit, par exemple, bah, dis-moi quand il baisse le prix, tout ça, machin. Donc le truc va t'alerter en fait. Alors après évidemment c'est de la présentation Google I/O, c'est tout est beau, tout fonctionne. Après il faut voir dans la réalité. Mais le truc va te prévenir que bah, le prix a baissé et il va te proposer en fait de l'acheter. C'est-à-dire que il va aller l'acheter pour toi. Voilà. Hmm. Donc parce que Google a déjà tes informations bancaires, etc., ton adresse. Donc il va aller sur le site e-commerce, l'agent, il va passer commande, etc. Donc c'est pas toi qui va aller sur le site, c'est l'agent qui va venir. Donc on en vient à ce qu'on dit depuis plusieurs épisodes où c'est les agents qui vont visiter les sites. Donc Ouais. ça par contre, ça c'est déjà, tu vois, tu commences à te dire, ah, c'est plus les gens qui viennent acheter, c'est les agents. Donc à voir dans le futur comment ça va fonctionner, si ça fonctionne bien ou pas. Mais Ouais, mais il ça faudra aussi que nous, ça on interpelle quand code. même. Non, mais bien sûr, mais moi, j'y vois une opportunité de business, quoi. Que si, en fait, tu t'arrives à créer, en fait, un espèce de système où tu crées ton agent pour ton client, pour son e-commerce, WooCommerce ou Shopify ou je sais pas quoi. Ouais, ouais. Et en fait, tu viens lui intégrer pour que demain, Jacqueline, elle puisse, avec son téléphone, utiliser l'agent qui va bien et acheter son paquet de fleurs ou je sais pas quoi. Tu vois, le truc Mm. typique, achète des fleurs pour ma femme et envoie-lui. Voilà. Texto, c'est fait, quoi. Bim, terminé. Ouais, 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 ouais. bah ouais, je pense qu'il y aura un usage. Après, il y aura toujours des personnes qui voudront choisir
spécifiquement les fleurs qu'ils veulent, tel bouquet, Ouais, livré à ouais, telle ouais. heure. Mais il y aura un usage à ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Bah, de toute façon, c'est comme tu dis, de toute façon, on a le LLMS.txt qui a fait son apparition. Mais je pense qu'à un moment, ça va évoluer. On va avoir peut-être des API qu'on va créer pour que le LLM se connecte à l'API plus simplement au lieu d'aller sur le site. Finalement, ça sera plus rapide, plus Un efficace. MCP. Je sais pas, voilà. Ça va, Un ouais, un MCP. MCP, par exemple. Donc, il y aura de l'évolution de toute façon dans les moyens de communiquer avec le LLM au niveau des sites, tout ça. Donc, à Yes. suivre. Mais c'est intéressant. Malgré tout, les AI overview, tu sais, on en a parlé dans le dernier épisode, des gens se plaignaient que ça envoyait pas tant de clics que ça. Ouais. Bah, ils l'ont lancé partout. Voilà, maintenant c'est dans 200 pays. Donc voilà. Donc en À France, je crois voir, que c'est pas encore totalement lancé, mais à voir avec le retour, quoi. Si, ouais, de si, toute façon, si... de toute façon, c'est lancé. Donc là, il n'y a pas le choix. Google est parti, le train est lancé, donc on va falloir s'adapter. On n'a pas le choix. Mais Yes. il faut être au courant, il faut suivre ça parce que voilà, c'est des gros changements qui arrivent, quoi. Et en attendant d'avoir le Google avec la sémantique, l'IA et la recherche qui fusionnent, on peut déjà dire que nous, on est déjà adeptes et fans de Perplexity, on peut le dire. Moi, je suis 100% Ah, ouais, j'adore. Ah Perplexity, je ben, l'utilise enfin, à fond. Et en plus, maintenant, il est super rapide. Donc, tu poses une question, il te répond rapidement, il te fait des résumés assez concis, et puis tu peux les partager. D'ailleurs, j'en ai partagé là sur l'épisode. Donc, c'est vraiment hyper pratique l'outil. Et puis, tu as les news aussi que tu peux lire tous les jours. Voilà, il te fait des résumés de news. Alors, plutôt américaine quand même. Je trouve ça dommage d'ailleurs. Ce serait dommage. Ce serait bien si vous pouvez le localiser un peu plus en Europe, en France, tout ça. mais après, à toi de modifier ton prompt pour aller donner tes Oui, c'est sources, vrai. tu vois. À moi d'ajuster, ouais. Et Non, mais pour le ouais, coup, ok. bien sûr. Mais pour le En coup, tout cas, c'est possible. tous les deux, alors on fait pas de pub, on n'est pas affiliés, rien du tout, hein, mais on est abonné chez Bouygues Télécom. C'est le hasard, hein. Et qu'en fait, quand vous êtes abonné Bouygues Télécom, vous avez droit à 1 an de Perplexity gratuit. Donc, je sais pas si vous étiez au courant, mais c'est plutôt cool parce que c'est 20 balles par mois, je crois, Perplexity. Donc, Ouais. c'est plus de 200 euros pour l'année. Et donc là, avec l'abonnement Bouygues, vous avez sur votre compte, vous cliquez, enfin, vous allez dans les options, je sais plus où c'est. Enfin, ça se trouve sur le net. Demandez à Perplexity si vous voulez. Et vous avez 1 an gratuit de Perplexity. Moi, j'ai déjà activé, toi aussi d'ailleurs. Et Oui. voilà, Et pour le c'est un coup, petit cadeau. tester, malheureusement, c'est approuvé, quoi, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Et ça nous sert vraiment pour construire, ouais, au quotidien, Mm. mais pour le boulot aussi, et pour le podcast aussi. Donc, Perplexity, un super, super outil. Ouais, ouais, Yes. ouais. Mm. Patrick, Voilà. je te propose qu'on en reste là pour cet épisode. Oui, on est pas mal là. On est On pas est mal. pas mal. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Pensez à nous mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Ça nous fait extrêmement plaisir. On vous dit à très vite pour un autre épisode. Ciao, ciao. Ciao.